Sur la télévision Labari, en ce vendredi 18 juillet, le point de l'actualité a commencé par les titres. Visite du président français au Niger ce vendredi avec au programme une conférence de presse. Face à la presse, les deux chefs d'État ont développé des sujets ayant trait à la sécurité et à la saga partenariale entre l'État du Niger et le groupe français Areva. Avant que le président français nous foule le sol du Niger, la police nigérienne arrête à tour de bras dans le milieu des organisations de la société civile qui ont été les cibles de cette descente maladroite et injustifiée de la police. Réponse dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne rupture de jeûne et bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre d'une tournée africaine de 3 jours qu'il a conduit hier en Côte d'Ivoire, le président français a été aujourd'hui l'hôte du Niger. Une visite ponctuée d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État et d'une conférence de presse. Au menu de celle-ci, la sécurité au Sahel et le difficile partenariat entre Areva et l'État du Niger. Résumé Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. C'est une conférence d'une demi-heure au cours de laquelle les deux présidents ont abordé des sujets relatifs au développement social et économique du Niger, notamment infrastructure, sécurité et l'uranium. Justement, par rapport à ces derniers points, comme il fallait s'y attendre, rien de neuf qui puisse soulager les Nigériens infiltrés. Seulement, le président de la République a réaffirmé sa satisfaction sur l'accord du partenariat stratégique signé le 26 mai dernier entre Niger et Areva à Niamey. Un accord que le président de la République, Issouf Mahamadou, juge d'équilibré. Nous venons de signer un partenariat stratégique, ça fait 45 ans que Areva est présente au Niger. Ce partenariat doit se poursuivre. Il a été équilibré dans le cadre de l'accord que nous avons signé il y a quelques semaines. Cet équilibre que nous avons trouvé est une condition essentielle pour la durabilité de nos relations. L'accord qui a été passé entre Areva et les autorités nigériennes. Parce qu'il s'agit là d'une action de long terme qui justifie que Areva, grande entreprise française, puisse investir davantage au Niger, et notamment dans le secteur routier, et puisse reverser, davantage que par le passé, une contribution aux autorités nigériennes. Même si le président Issoufou fait valoir que les recettes qu'il tire de l'exploitation du pétrole sont plus importantes que les recettes qu'il tire de l'exploitation de l'uranium. Ce n'est pas incompatible. Ça fait partie de la diversification des ressources nigériennes à condition qu'il y ait bien cette solidarité entre l'entreprise qui exploite et l'entreprise et l'État qui fournit la ressource. Le président français a lui axé son intervention sur la sécurité dans le Sahel, précisément au Mali qui a connu une crise politico-militaire et dont le nord est toujours déstabilisé. La Libye, un autre pays en situation difficile, ou encore le Nigeria où la secte Boko Haram sème des terreurs depuis plusieurs années dans le nord-est. Pour faire face à toutes ces menaces et attaques terroristes, la France décide de réorganiser ses opérations militaires dans la région. Et Hollande baptise une nouvelle opération dite Barkhane. Il s'agit d'accompagner les armées africaines de l'ouest de l'Afrique et de leur permettre de pouvoir faire face à des menaces. Et des menaces, il y en a. Il y a celles qui viennent de Libye. Il y a là des réseaux terroristes, il y a des matériels qui se sont accumulés et il y a sans doute des chefs terroristes qui s'y sont réfugiés. Des menaces, il y en a venant du nord du Nigeria et nous avons tenu une réunion à Paris il y a peu de semaines par rapport à Boko Haram. Nous avons donc décidé de mettre en place des structures, des dispositifs qui puissent permettre aux pays qui font face à cette menace de pouvoir répondre. Au Niger, ce sont 300 soldats français qui sont là.
en appui, en formation, en accompagnement des armées nigériennes. Et je profite de l'occasion de cette visite aussi pour remercier et féliciter le président Hollande et la France pour tout ce qui est fait pour aider les pays du Sahel à faire face aux menaces terroristes. On a vu l'opération Cervalo au Mali. Des résultats importants ont été obtenus par l'intervention française au Mali. Et je sais que la France est également engagée de manière générale à soutenir l'Afrique pour faire face aux menaces auxquelles le continent est exposé, en particulier par la formation. Le président l'avait dit à l'occasion du sommet France-Afrique de la fin de l'année 2013, sommet à l'occasion duquel il a pris des engagements pour accompagner les États africains, notamment dans la formation de nos armées. Cette conférence de presse a été également l'occasion de parler de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Abidjan dont les travaux actuellement en cours sont exécutés par une entreprise française. La visite du président français que les autorités nigériennes voulaient sans le moindre anicroche, sans la moindre voix discordante, a donné lieu à une vague d'arrestations de ce matin et juste après, a-t-on appris. Les membres plutôt du collectif Sauvons le Niger qui voulaient marquer leur mécontentement sur la non-application de la loi minière de 2006 ont été embarqués manu militari par la police. Notre reporter Ibrahim Tikiré nous en apporte les détails. Tout a commencé dans la soirée du 17 juillet avec la première interpellation du coordinateur de Rotab, Ali Idrissa, libéré quelques heures plus tard. Mais il sera repris par la police aux environs du 5 h du matin ce vendredi 18 juillet à son domicile, tout comme son camarade de lutte, Nouar Zika, lui aussi interpellé. Mais qu'à cela ne tienne, les autres membres des structures du collectif Sauvons le Niger vont répondre au mot d'ordre du collectif. Rendez-vous au siège du MPCR où sur place une quinzaine de militants du collectif Sauvons le Niger, interpellés par des éléments de la police nationale et transférés à la compagnie de la police nationale. Décidé à saper le moral des animateurs du collectif Sauvons le Niger, le pouvoir en place libère Ali Idrissa et Nouar Zika. Ce dernier a fustigé et condamné l'attitude des fossoyeurs de la démocratie. Nous avons été interpellés par la police, notamment la police du Niger, à 5 h du matin et chez nous. Et bon, finalement, quand je suis arrivé à la PJ, je me suis rendu compte qu'on était au nombre de 3 et que nous étions 7 recherchés. Et finalement, on a cherché à comprendre de quoi il s'agit. Bon, après quelques échanges, on a compris qu'en fait, c'est justement lié à l'activité que nous sommes en train de mener. Nous, c'est le gouverneur de Niamey. C'est lui qui nous a écrit une correspondance à chacune de nos organisations. Et il nous a invités à prendre part à cette manifestation pour l'accueil du président François Hollande. On a dit vraiment, en tant qu'acteurs de la société civile, citoyens, nous ne pouvons que répondre à cet appel en tant que citoyens avec notre esprit de citoyen. Donc nous ne comprenons pas que quand il a dit, nous nous sommes réunis, on a provoqué tout de suite une réunion au niveau de nos organisations et on a rendu public une déclaration dans laquelle nous avons lancé un appel à tout le monde de venir pour assister à cette manifestation, mais nous avons demandé aux gens de se munir aussi d'un fanion jaune pour juste faire le signe de notre exigence. Nous sommes en train d'exiger le respect de nos lois, le respect par Areva de nos lois, le respect par la France de notre souveraineté. Nous avons dit que cela est un signe, c'est un symbole. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que cette scène-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle est une scène heureuse pour le Niger? Et au moment où on devait avoir la sérénité, d'avoir l'esprit collectif d'accueillir, et quel que soit ce que nous lui reprochons, nous sommes respectueux de nos autres. C'est nos valeurs de civilisation. C'est donc sous surveillance policière du siège du MPCR que le cortège présidentiel des présidents Issoufou et Hollande va marquer son passage au niveau du rond-point 6e. On nous a simplement dit, finalement quand on a échangé, on a dit tout ça, donc ils ont fini par dire, bon, c'est vrai, il est mieux que nous soyons dehors. Maintenant on arrive, on trouve que notre siège est bloqué.
Et on trouve que nos camarades sont interpellés et on dit que c'est parce qu'ils portent la chemise. Mais combien de gens portent des chemises ici? On doit tous arrêter. Ils ont les fanions. Et combien de gens ont les trucs jaunes? On doit arrêter les gens parce qu'ils ont les trucs jaunes. Nous estimons que le monsieur qui a donné cette instruction, notamment le ministre de l'Intérieur, et qui a donné cette instruction et qui est en train de chercher à créer ce trouble-là dans ce pays-là, nous pensons qu'il n'est pas en train de rendre service à l'État du Niger, au peuple nigérien et au gouvernement même. Il est en train de faire de la pagaille. Et il faut qu'il sache que ça c'est de la pagaille, il faut la payer. Dans tous les cas, avant qu'il ne devienne ministre de l'Intérieur, il y a eu au moins une trentaine de ministres de l'Intérieur au Niger. Et tous, le Mahamadou Issou, avant qu'il ne devienne président, il y a eu 9 personnes avant lui. Et il y en aura après lui, peut-être même c'est moi. Et il verra ça. Ainsi, pour avoir décidé de défendre les intérêts de notre pays, des acteurs de la société civile ont donc eu leur compte à l'occasion de la visite de François Hollande au Niger. Pendant que ailleurs, ce genre de regroupement de mécontentement est interdit de manière pacifique, les autorités actuelles ont une attitude propre à eux, la répression. Mais pour combien de temps? Des arrestations, il y en a eu hier dans le rang du collectif Sauvons le Niger. Le Niger doit offrir à l'illustre visiteur qu'est François Hollande l'image d'un pays parfait, d'un peuple derrière ses dirigeants. Pour cela, la police fut rappelée plutôt à sa sale besogne. C'est un commentaire signé Issa Hamidou Meyaki. Malgré tout ce qu'il y a désormais dessus en termes de dommages et de désagréments entre le Niger et la France, dont Areva en est la cause, malgré tout ce que la France s'autorise au Niger au détriment des Nigériens, malgré tout ce que la France entretient de condamnable et de détestable au détriment du peuple nigérien, le collectif Sauvons le Niger a voulu accepter de participer à l'accueil du grand chef blanc en ce vendredi 18 juillet 2014. Participer à l'accueil du président français, mais à leur manière et à leur façon. Le collectif Sauvons le Niger s'appelle Sauvons le Niger, et les acteurs qui ont décidé de lui donner ce nom ne l'ont pas fait pour rien, surtout dans tout ce qui caractérise l'appréciation de nos rapports avec la France depuis la colonisation jusqu'à ce jour où leur arrive le président François Hollande. Dès lors, quelle aubaine et quelle chance pour ce collectif Sauvons le Niger de marquer sa joie à cette venue, nonobstant tout, mais en faisant connaître à son hôte français ce que le collectif porte sur son cœur, certainement pas en bien, mais en tristesse, et pourquoi pas, pourrait-on dire. Le collectif Sauvons le Niger a donc accepté d'être de cœur avec l'arrivée de François Hollande, mais son cerveau, siège de sa réflexion, lui a commandé d'exprimer ce qui fait mal à son cœur, à cette France de François Hollande. Même si François Hollande peut aisément le savoir, il aurait été ravi d'être accueilli de la sorte et enchanté d'avoir en face de lui des Nigériens qui voient les choses à leur manière, c'est-à-dire autrement et différemment. Mais on ne lui a pas donné cette occasion, celle de connaître la vérité du collectif Sauvons le Niger. Et la vérité du collectif Sauvons le Niger, c'est ce qui fait mal au collectif Sauvons le Niger. François Hollande aurait entendu un autre son de cloche. Mais au lieu de laisser les choses se passer ainsi, leurs cours furent perturbés par une interdiction nette, ponctuée et rythmée d'interpellations et de mise à l'ombre de ses militants. Triste Niger, triste Nigérien, ou disons triste gouvernant nigérien. Triste parce que les commanditaires, instigateurs ou initiateurs de cette action ne savent pas qu'en procédant de la sorte, cela ne peut absolument pas manquer de mettre mal à l'aise François Hollande au point de le perturber véritablement, car François Hollande est le président de cette France de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Gêné, François Hollande le sera inévitablement d'avoir été soumis à une telle épreuve qu'on aurait pu lui épargner, une épreuve infligée aux militants du collectif Sauvons le Niger qui sont ici dans leur bon droit de défenseurs des droits de l'homme
Dans tout pays normal où prévaut la bonne gouvernance et le bon sens étatique, cela aurait été permis, autorisé et même encouragé. Surtout en face d'un président français dont les citoyens, eux, n'hésitent d'ailleurs jamais à s'exprimer en mettant à profit toutes circonstances du genre qui se présentent. Mais les amis socialistes nigériens du socialiste président de la République française sont passés outre, faisant fi des valeurs que défend la France des libertés. Cela est certainement un coup dur à ces principes et ce qui est regrettable, François Hollande, le Français, serait contraint de s'expliquer et de trouver des justifications une fois de retour en France devant les porteurs de ces principes républicains ne comprendront pas que leur président se fasse accueillir par un pays dans ces conditions. Impliqué dans une affaire de retrait de fonds dans une banque de la place, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du premier vice-président de cette institution. Du côté de son parti, le Modem Falumana, l'on crie à l'acharnement. Le secrétaire général du Modem Falumana, Ali Gazagaza. Notre camarade, M. Issa Kanga, secrétaire général de l'Assemblée nationale, a été suspendu par un arrêté du premier vice-président de l'Assemblée nationale, malgré que ce monsieur n'a aucune compétence pour le faire. Il a profité de l'absence du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Hama Amadou, pour s'arroger des prérogatives qu'il n'a pas. En fait, de quoi il s'agit? En décembre 2013, effectivement, notre camarade a écrit une correspondance à la Banque Atlantique relativement à une main levée sur une caution d'un marché attribué à un opérateur économique. La Banque Atlantique a demandé la confirmation avec le questeur, qui est normalement l'ordinateur de l'affaire. Le secrétaire général, s'étant rendu compte de son erreur matérielle, a écrit une autre correspondance pour demander à la banque de considérer la première correspondance comme nulle et de nul effet. Donc, il y avait eu un jeu de correspondance. L'opérateur économique s'étant retrouvé dans une situation d'incapacité d'exécuter le marché, s'est vu son marché résilié en juin passé. Naturellement, l'Assemblée nationale va demander à ce que la caution de garantie lui soit reversée. C'est ce qui a encore déclenché le jeu de correspondance. Et le premier vice-président, profitant de cette occasion et sa volonté de se donner un repère qu'il n'a pas, je ne sais pas par quel mécanisme ils ont mis le jeu de correspondance à la disposition d'un journal qui, fidèle à ses habitudes, quand il s'agit surtout du président Hama Amadou et de son parti, ils ont publié pour faire de ça un scandale.
Avec 26,44% de taux de réussite, nul doute, les résultats du BEPC de la session 2014 ont un goût amer, un échec, une débâcle de la vie de tous et chacun y va de son explication. Le ministre des enseignements secondaires y voit le manque de profil requis pour beaucoup d'enseignants et le syndicat démocratique des enseignants du Niger s'inscrit en faux. Écoutons son secrétaire général adjoint. Et le taux de réussite cette année, c'est 26,44%. Chose en réalité qui a été dépassée depuis plusieurs années ici au Niger. Seulement ce que j'ai remarqué, la ministre dans son point de presse a dit que cela est lié à beaucoup des enseignants qui n'ont pas un profil requis. Et là, nous pensons que c'est vraiment pas pertinent dans la mesure où aucun enseignant ne se recrute seul. C'est l'autorité donc de tutelle qui recrute un enseignant. Donc elle est très bien placée pour comprendre qui a un profil requis et qui n'en a pas. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est vraiment peu pertinent de considérer que cela est lié exclusivement à la nature et des diplômes des enseignants. Et aujourd'hui, on ne peut pas qualifier donc cet échec massif, on ne peut pas le lier exclusivement, comme je l'ai dit, à la nature du profil des matières enseignées, parce que tout simplement, les enseignants, c'est eux qui ont enseigné donc les années antérieures, telles que les années 2013, les années 2012, les années 2011 aussi et les années 2010. Et pendant toutes ces années, le taux de réussite était élevé, en tout cas supérieur à celui de cette année. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit se culpabiliser par rapport à cet échec massif, c'est bien Madame la ministre, puisque c'est avec elle qu'on a rompu avec un taux, en tout cas satisfaisant de réussite. Et elle aurait dû parler, à mon avis, d'une responsabilité partagée entre tous les acteurs de l'éducation, qu'ils soient les élèves, les enseignants et même le gouvernement. Là, on peut la comprendre. Mais prendre tout et verser sur la tête des enseignants, nous pensons que c'est inadmissible. Et on sait que très clairement que l'année 2014, il y a eu des perturbations, que ce soit des enseignants, que ce soit des élèves, et aussi de la faute même du gouvernement, qui, pour son irresponsabilité, n'a pas respecté les différents protocoles d'accord qu'il a signés avec les différents syndicats et les différentes structures syndicales. Voilà pourquoi nous rejetons, en tout cas, cette qualification donc, qui est liée à la nature des diplômes des enseignants, nous la rejetons. Et nous demandons en tout cas à Madame la ministre de chercher la cause, la vraie cause de l'échec massif des candidats cette année. En ce mois béni de Ramadan, le syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger témoigne à nouveau de sa solidarité pour les pauvres. Hier, en effet, il a organisé dans l'enceinte de la mairie du 5e arrondissement communal de Niamey une foire destinée aux pauvres, afin, dit-il plutôt, de les accompagner tout au long de ce mois béni. Mahmoudou Saleh et Omar Moussa ont été témoins de cette belle œuvre de solidarité et nous rapportent. Permettre aux consommateurs d'accéder aux produits de première nécessité en ce mois béni de Ramadan, c'est l'objectif visé à travers cette foire destinée aux pauvres qui a ouvert ses portes ce jeudi dans l'enceinte du 5e arrondissement de Niamey. Dans son mot de bienvenue, le maire du 5e arrondissement s'est réjoui du choix de son entité pour abriter cette foire qui vient à point nommé. En choisissant le 5e arrondissement pour organiser la foire spéciale Ramadan 2014, première du genre, vous entrez de plein pied dans les préoccupations majeures des populations de Niamey qui font de la lutte contre la vie chère une préoccupation nationale. La présence si remarquée des autorités régionales, nationales et surtout la diversité des secteurs que composent les exposants, allant de l'alimentation en passant par les conserves, pour ne citer que cela, nous comble de joie et d'espoir. Car cette foire
a lieu au moment où notre pays amorce inexorablement avec détermination la mise en œuvre de la politique d'émergence de nos économies pour le mieux-être de nos populations. Cette initiative du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, qui fait suite à l'appel du gouvernement, vise à accompagner les consommateurs tout au long de ce mois béni de Ramadan. Pour répondre à l'appel des autorités de la 7e République, le syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, de concert avec le réseau des associations des consommateurs nigériens, organise une foire spéciale pendant ce mois béni de Ramadan. Elle consiste à la vente à bas prix des produits de première nécessité et à faire des distributions gratuites de certains produits. La vente se fera exclusivement au détail, entre 1 kg et 5 kg au maximum. Les opérateurs économiques renonceront à leur marge bénéficiaire. La vente se poursuivra jusqu'à la veille de la fête à minuit. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a salué cette initiative combien louable du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger en cette période précise. Aujourd'hui, c'est chose faite avec l'organisation de cette foire spéciale de Ramadan qui répond à juste titre à l'appel et aux préoccupations des autorités de la 7e République. L'objectif que nous avons assigné à cette cérémonie avec le syndicat des importateurs et le président du réseau des consommateurs du Niger, de protection des consommateurs du Niger, était de rendre les produits de première nécessité accessibles et à des coûts raisonnables aux vaillantes populations afin qu'elles fassent face à leurs besoins. Aussi, le gouvernement apprécie hautement cette haute et noble initiative salvatrice. Cette initiative doit être école aux commerçants véreux qui, en cette période, font de la spéculation en ne visant que leur propre intérêt. La Convention démocratique et sociale CDS n'en finit pas d'alimenter les débats politiques, y compris à propos de sa création. La polémique enfle et chacun y va de sa rengaine. Issifou Bachar, l'un des fondateurs du parti, nous livre ce soir sa version sur les tractations ayant conduit à la création du parti. Nous l'écoutons. Amaka a déjà créé la base. C'était une évolution. Au départ, c'était une révolte. On devait se révolter contre ce qui se passait au Niger, avec la création des saisons. Amaka a la même date que les saisons du MNCD, la même date. Parce que les saisons regroupaient les militaires et les commerçants. On s'est dit non, où est-ce qu'on va comme ça? Il faut mettre fin à ça. Entre-temps, donc, le Niger a décidé de démocratiser les mairies. Aussi, on va s'organiser pour occuper les mairies. Et personnellement, j'ai dit à Solon Abadi, qui est encore vivant, quand on a la mairie du Niamey, tu seras le préfet-maire. Et Dieu a fait qu'après, il est devenu préfet-maire. Entre-temps, il y a eu la conférence de la Bolle, en France, où Mitterrand a dit il faut que ils ne vont pas aider un pays qui n'est pas démocratisé. Et c'est comme ça que les conférences ont commencé, longtemps après. On sait donc qu'il faut créer un parti. Donc c'est Amaka qui a eu l'idée de créer le parti. Et c'est Amaka qui a contacté les ressortissants des régions à Niamey. Il n'y a aucune autre région qui a appelé une autre région si ce n'est pas Amaka. C'est Amaka qui a appelé toutes les autres régions. Toutes les autres régions. Maradi a une organisation qui s'appelle Madalla. Cette Madalla a été encore également créée par moi, à travers Goje Lonkoulou, Idi Malé, Maman Salé, un agent de la Nigélec, dans le bureau à la BEA, et Alizaki, qui est aujourd'hui donc le sultan de Maradi. C'est avec eux, j'ai dit, mais il faut que vous créez une organisation, parce qu'on veut miner le MSD, il faut qu'on trace le MSD. Pour tracer le MSD, on n'a pas de moyens. Il faut aller région par région. Et c'est comme ça qu'ils ont créé cette association qu'ils ont appelée Mandela. Mais c'est avec l'initiative de Amaka. Et entre-temps, la police du Niger, dirigée par Alogon Adamou, a informé Alechebou pour dire qu'il y a une vraie révolution à Maradi et à Zender. Il y a une association là qui est en train de regrouper plus de 1500 personnes. Il y a une révolution. Alechebou a eu conscience. Il a appelé le sultan de Zender, qui m'a appelé. Il m'a dit de mettre fin
à ça. Si je mettais fin à ça, il me nommera Premier ministre. J'ai dit au secrétaire, est-ce qu'on peut arrêter ça? C'est déjà parti. Il dit, on ne peut pas arrêter. J'ai dit, bon, organise-toi, il faut le dire ce que tu veux. Après, moi, envoyé encore Hamadan pour que j'arrête ça. J'ai dit, je ne peux plus arrêter. Même si je mourais, c'est parti. Alors, c'est donc nous qui avons contacté les différentes régions. Donc, à un moment donné, on n'était que 3. Zender, Maradi et Tawa. Maradi était représenté par 3 personnes, comme je l'ai dit, Gouaj Dankoulou, Idi Malé et Mame Salé. Notre grand frère que j'estime beaucoup, celui-ci est venu longtemps après sans avoir été invité. Donc voilà ceux qui ont fondé la base qui a donné CDS. Mais qui dit qu'ils sont fondateurs, juridiquement c'est vrai. Juridiquement. Parce que c'est ensemble qu'on a officialisé le nom, c'est ensemble qu'on a écrit la lettre pour demander l'agrément. Mais c'est seulement ça. Mais qui a fait le travail? À la première sortie de CDS Rama, la première sortie, c'était à Maradi et à Zender. Mais ils ont été accueillis par une grande foule. Quelle est cette foule-là? Donc la base a déjà été créée, la base du parti. Et cette base-là qui a accueilli la première sortie de CDS, qui est sortie 2 ou 3 semaines après la création. Alors, on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. S'il y a la charrue avant le bœuf, ça ne marchera pas. Donc c'est clair, la charrue se trouve après le bœuf, et le bœuf, c'est Amaka. L'Assemblée générale élective du COSNI prévue demain samedi 19 juillet et qui départagera les 2 candidats Issaka Idé et Issa Hamidou Jibrila est en proie aux vagues. 2 membres de la commission électorale ont claqué la porte et cela sème le doute. Décryptage et analyse de Ibrahim Tikiré. Il s'agit d'un nouvel épisode dans le processus de renouvellement du conseil exécutif du Comité olympique et sportif national du Niger, COSNI. 2 membres sur 3 qui composent la commission électorale indépendante ont démissionné pour des raisons non encore officielles. Il s'agit de Mme Banya Aïssatrafal et M. Kone. Le président de la CEI, Tiroma Boukar Ari Meitanimoun, sera donc seul à mener le processus électoral qui prendra fin demain. Ces démissions de Banya Aïssatrafal et Kone interviennent au lendemain de la dernière décision de la CEI qui valide les dossiers de candidature. Ainsi, le président sortant de l'Atalata a été disqualifié pour un dossier incomplet. Seules 2 candidatures sont retenues pour la course à la présidence. Il s'agit de Alajide Issaka et Issa Hamidou Jibrila, président de la Fédération nigérienne d'athlétisme. La bataille s'annonce très serrée entre les 2 protagonistes qui ont tous promis, une fois élus, de donner un nouveau visage à l'olympisme nigérien. Ide Issaka, le secrétaire général sortant du COSNI, est candidat à la présidence du comité pour des élections prévues demain, samedi 19 juillet, à animer à l'occasion une conférence de presse. Suivons-la en intégralité dans la partie magazine de ce journal. Bonne réception et excellente suite de programme à notre compagnie. Au revoir.